Donc après une carrière de sous-marinier embarqué, il a rejoint l'école de navigation sous-marine des bâtiments à propulsion nucléaire en 2014. Il a quitté l'uniforme en 2018 pour devenir ingénieur civil de la défense à l'ANSM BPN, donc où il a fondé le School Lab, qu'il dirige avec pour objectif de concevoir des simulateurs et des logiciels innovants à visée pédagogique, qui sont d'ailleurs présents sur le village. Le sujet qu'il nous propose, et pour ce sujet il a un temps de 15 minutes puisqu'il s'agit d'une keynote, le sujet c'est la gamification et maintenance, le jeu en vaut-il la chandelle? Élément de réponse tout de suite. Merci Bernard. Ben, on va parler de gamification, on en parle partout. On met ce mot un peu à toutes les sauces. J'entends aussi cet oxymore de serious game. Alors moi, les serious games, ça me pose un problème quand on va gamifier la formation de gens qui vont mettre en œuvre des systèmes dangereux. Soit on se forme et on est sérieux, soit on joue. Mais ça, c'est vraiment un autre temps. Voilà. Et on va voir un peu qu'est-ce que cette méthode de gamification et qu'est-ce qu'elle peut apporter à la maintenance et à la formation des maintenanciers ou à l'entraînement des maintenanciers. Alors d'abord, on va regarder un peu l'histoire du jeu vidéo. Ça marche pas. Bouton du bas. Voilà. L'histoire du jeu vidéo, parce qu'on parle bien de ça quand on parle de gamification, sur les 50 dernières années. Ça commence à peu près dans les années 70 avec le jeu Pong que vous avez peut-être connu. C'est deux raquettes et on jouait au tennis. Il a eu un grand succès en borne d'arcade pour les plus anciens d'entre nous. On a connu le jeu dans les centres commerciaux où il y avait des bornes d'arcade. Et on voit aussi sur ce graphique toute la partie arcade en bleu là au milieu qui était très fort dans les années 70-80. Un petit peu de console en vert en bas. On voit tous les grands titres, Pac-Man en 80, Nintendo en 85. On voit les premières consoles, c'est le gris en haut, arriver les petites consoles portatives, qui ne sont pas les consoles de salon, qui ont un petit vécu et elles disparaissent vers la fin. Les consoles, elles ont aussi leurs titres phares que les plus jeunes doivent bien connaître, League of Legends, Minecraft pour la partie PC. Et on voit aujourd'hui que finalement, on est beaucoup sur les mobiles, c'est la partie rouge. On joue beaucoup sur mobile et d'ailleurs dans la salle, est-ce que vous avez levé la main ceux qui ont un jeu sur leur ordinateur, sur leur téléphone portable? Voilà. Et ça, c'est révélateur. On est vraiment devenu une société de gamers. C'est 37 millions de joueurs en France. Donc j'ai mis quelques chiffres pour voir à qui on s'adresse quand on parle de jeux vidéo. C'est 37 millions de joueurs, c'est 70% des Français qui jouent occasionnellement. Alors c'est au moins une fois dans l'année un jeu vidéo. On voit qu'on est à peu près à la parité. Et l'âge moyen, c'est 39 ans. Donc ce n'est pas forcément les plus jeunes. C'est 53% de ces joueurs qui sont aussi des joueurs réguliers, qui vont jouer au moins une fois par semaine aux jeux vidéo. On est presque aussi à parité avec un âge moyen de 38 ans. Voilà pour nous en France. Et ce qui nous intéresse à nous dans la formation, c'est la génération Z. Et cette génération Z, c'est 7 millions de joueurs. Ils ont un âge moyen de 21 ans. Et il y en a 29% qui jouent plusieurs fois par jour. Alors si vous avez des ados à la maison, je pense que vous en avez fait l'amère expérience. C'est pas forcément mauvais de jouer aux jeux vidéo, on va le voir. Alors tout ça c'est tiré du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. J'ai mis les références, vous pouvez aller voir. L'étude date de 2022 et il y a bien plus de données que ça sur le site. Mais c'est intéressant d'aller consulter ça pour voir un peu l'état des lieux des pratiques des jeux vidéo en France. La gamification dans tout ça, c'est quoi? Finalement, la gamification, c'est une méthode de conception qui consiste à appliquer les mécanismes de jeu à des processus, une application, une situation afin d'atteindre des objectifs spécifiques. La gamification, c'est une méthode. Quand on veut atteindre un objectif, c'est une méthode qu'on va mettre en place afin d'atteindre cet objectif. Et on dit que la gamification, c'est 75% de psychologie et 25% de technologie, parce que ce n'est pas si facile que ça à mettre en place. La gamification, elle se base sur 4 piliers, 4 types d'approches. C'est une approche qui est centrée utilisateur. C'est vraiment lui qu'on met au centre de l'approche et on va se soucier de cet utilisateur.
Il y a des pédagogues qui disaient avant de former quelqu'un, il faut le connaître. Si on veut appliquer la gamification à un système, il faut d'abord s'intéresser à l'utilisateur et il faut qu'il soit au centre du process. Il faut évidemment maîtriser l'univers des jeux, savoir ce qui s'y passe dans cet univers, où on en est dans l'univers des jeux. Il faut bien sûr élaborer une stratégie de marketing et on se base énormément sur les sciences comportementales. Pourquoi on va utiliser la gamification? Parce que la gamification, elle va générer de l'engagement. Ça va permettre de motiver les gens. Grâce à elle, on fidélise, on motive, on implique, on challenge, on récompense. Alors je vais paraphraser le philosophe Comte Sponville qui parfois fait des conférences sur le bonheur au travail. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que finalement, on veut toujours avoir ce qui nous manque. Voilà, le demandeur d'emploi, il a envie d'avoir du travail, il lui manque ça. Un jour, il a du travail, et puis arrive l'ennui du travailleur. Le célibataire, il veut se marier, il est marié, il y a l'ennui du couple. Et finalement, alors, ça fait moins sourire aussi, il y en a qui rient. Et finalement, il dit qu'on oscille en permanence entre envie et manque, et que il faut arriver à finalement trouver cet engagement, cette motivation pour continuer à avoir envie d'eux. Et c'est bien ce que peut nous apporter l'approche de la gamification. Comment il va nous apporter ça? Eh bien, on va se baser sur, je l'ai dit, hein, on parle de sciences comportementales, on parle de psychologie. On va d'abord utiliser le sens, hein, c'est ce qu'on voit dans la cible, hein, apporter du sens dans ce qu'on va faire, un sens épique. J'ai une trajectoire à suivre, j'ai quelque chose à gagner. On va aussi faire en sorte que la personne qui va utiliser la gamification, elle puisse posséder des choses, posséder des badges, posséder des choses. Plus elle va avancer, plus elle va posséder des compétences. Plus une compétence est rare, plus elle manque, plus on va avoir envie de l'obtenir. C'est là-dessus que se base l'industrie du jeu vidéo pour rendre adeptes, accros les joueurs. Il y a l'immersion évidemment qui est intéressante, l'immersion dans un monde complet où on va vraiment se sentir appartenir à ce monde et interagir dans ce monde. La créativité, l'autonomie, le joueur, si on se lance dans la démarche de gamification, il faut lui laisser sa part de créativité et d'autonomie dans le monde qu'on va lui présenter. Curiosité et imprévisibilité aussi, on peut pas, les jeux linéaires où on sait exactement ce qui va se passer, ça ne plaît pas, il faut qu'il y ait des choses qui se passent, il faut qu'il y ait de l'inattendu pour qu'on arrive à capter toujours l'envie du joueur à continuer à être dans le monde. L'aversion à la perte, alors ça c'est fantastique, si on lui dit qu'une compétence qu'il a acquise, il peut la perdre très rapidement. Alors pour les joueurs de FIFA ou d'échecs, hein, quand on perd une partie, hein, moi je joue aux échecs en ligne, on perd des hello, donc l'aversion à la perte, c'est quelque chose qu'on a ancré en nous-mêmes, et si on utilise ce ressort-là dans la gamification, ça va permettre de garder la personne attentive. Et l'influence sociale, c'est la cohorte de joueurs, pouvoir partager avec les autres, partager ce qu'on est en train de faire et montrer ce que l'on fait. Et bien sûr, compétence et maîtrise, le joueur a toujours envie de monter en compétence, comme quand moi je joue aux échecs, j'ai envie d'un jour de devenir un grand maître, ce ne sera jamais le cas. Mais en tout cas, on a cette envie aussi de progression. Et finalement, si on utilise tout ça et qu'on se base sur l'approche par compétence, hein, Eric Joffre en a parlé en introduction ce matin, nous, quand on veut former des gens à la maintenance, et bien ce qu'on veut, c'est une montée en compétence, c'est les rendre compétents. Comment on peut faire ça? Alors, la compétence, c'est l'agir en compétence. C'est j'agis dans une situation et j'agis en compétence parce que je vais mobiliser ce que vous voyez à gauche, toute une cohorte de ressources, savoir, savoir-faire, savoir-être. Je vais les mobiliser de façon intelligente pour agir en compétence dans une situation professionnelle de référence. Si je veux gamifier ma formation, eh ben, le jeu vidéo va m'apporter quelque chose d'assez fantastique. C'est que la situation professionnelle de référence, je vais pouvoir créer un monde immersif, immersif en 3D ou immersif en 2D, peu importe. En tout cas, je vais pouvoir mettre mon étudiant au plus près d'une véritable situation professionnelle dans laquelle il devra agir. Il devra reconnaître la situation professionnelle dans laquelle il agit et mobiliser et combiner les bons savoirs pour agir en compétence.
Si à tout ça, j'ai appliqué ma petite cible de tout à l'heure, où il va gagner des choses, il risque de perdre certaines choses, on va le motiver, on va le garder engagé sur ces situations et il va progresser beaucoup plus vite. C'est en ça que la gamification, le processus de gamification peut nous aider à mieux former. Mais ce n'est pas si simple. C'est pas si simple à mettre en place parce que ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois. Hein. Si on a une formation qui n'est pas conçue par approche, par compétence, si on a une formation où on n'a pas identifié des situations professionnelles de référence, on aura du mal à passer à la gamification. Et qu'est-ce qu'on va générer? On va générer un cimetière d'applications. On va générer un cimetière de jeux vidéo serious game ou ludo game qui ne servira à rien parce qu'il ne s'inscrit pas dans une démarche complète de prise en compte de l'approche par compétence. Gamifier, c'est aussi permettre de multiplier les moyens à moindre frais. Hein. Là, ce que vous voyez, on l'a exposé au salon. Hein. C'est un simulateur qu'on a conçu au School Lab, un produit 100% marine, hein, parce que même le meuble a été conçu par la Marine nationale, par le SLM. On est parti d'une installation d'un simulateur échalune hein, qu'on voit en haut à gauche, hein, qui sert à former des barreurs hein, de sous-marins type Ruby. On a un seul simulateur échalune qui a 40 ans à l'école. Et ce simulateur, on va le mobiliser pour former des barreurs alors qu'il peut servir à bien plus de choses que ça. Et finalement, on est obligé de mettre à disposition un instructeur qui va expliquer à l'élève comment fonctionne l'IHM, comment fonctionnent les barres, comment tout ce petit monde se pilote. En passant par la gamification, on a créé un simulateur métier hein, sur écran qui reprend l'IHM complète du simulateur échalune et du poste de pilotage réel des sous-marins type Ruby. On a pu en faire 7. Et du coup, aujourd'hui, on peut former 7 barreurs en même temps et sans instructeur parce que vous verrez sur le salon, on vous montrera, on a la capacité de scénariser. Donc, on va immerger notre élève dans une situation professionnelle. Tu es à la mer, tu es à 200 mètres sous l'eau, et là, on va le faire changer d'immersion, changer de cap, etc. Et dans un parcours de montée en compétences qu'on va maîtriser. Et effectivement, il va gagner des compétences, il va gagner des savoir-faire, et ça va le motiver à continuer à venir jouer, apprendre en tout cas, sur ces simulateurs-là. Réussir la gamification, ce n'est pas une mince affaire, hein, je vous l'ai dit. Hein, souvent, ce qu'on voit, c'est beaucoup de logiciels qui ne servent pas, hein, qui sont dans les placards parce qu'on n'arrive pas à les mettre en œuvre, à les mettre en place. Si on arrive avec des formateurs qui forment depuis 20 ans, ce n'est pas un jugement de valeur. Hein. Ils ont autre chose à faire parce que tous les jours, ils sont en salle de classe et ils sont en train de former que penser comment on va accueillir ce nouveau système dans la formation. Donc pour la réussir, il faut déjà identifier toutes les situations professionnelles de référence. Hein. Pour moi, c'est le sous-marin en immersion entre l'immersion max et l'immersion de sécurité. C'est une autre situation professionnelle de référence que l'immersion à l'immersion périscopique qui va demander d'autres types de savoir-faire, savoir-être, etc. Évidemment que le barreur, il va toujours maintenir un cap et une immersion, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes compétences. Ce n'est pas tout à fait la même façon de combiner les savoir-faire et savoir-être qu'il va utiliser pour être compétent dans cette nouvelle situation professionnelle de référence. Et ces situations professionnelles de référence, on peut les identifier dans tous les métiers. Le problème, c'est qu'on ne va pas viser l'exhaustivité. On va élargir le champ, les reconnaître, et ensuite, il va falloir se baser sur du transfert d'une situation professionnelle de référence vers une autre. L'exhaustivité, on ne l'aura jamais. Je pense que la formation qui dit « je suis une formation exhaustive », c'est une arnaque. Identifier les compétences, évidemment, du métier. Hein. Définir des cartes conceptuelles des ressources mobilisées et combinées par les compétences. Alors, pour mon barreur, hein, je sais maintenir un cap à une immersion. Eh ben, il va falloir, avant de créer le scénario, qu'on identifie toutes les ressources qu'il va devoir mobiliser. C'est des ressources internes, mais c'est aussi des ressources externes. On parlait des fiches opérateurs. Évidemment, il va devoir aussi aller chercher de la compétence sur une documentation pour dérouler une checklist.
Définir des trajectoires de développement, c'est très important. Hein. Le gamer, il veut commencer au début, hein, il va être dans une zone d'auto-efficacité. Hein. Si on le met de suite dans quelque chose de trop difficile, il va quitter le monde du jeu, il va partir ailleurs. Et si c'est trop facile, c'est pareil, il va vite se désintéresser. Donc il va falloir vraiment créer cette trajectoire de développement et si possible, pouvoir l'adapter à chaque profil d'apprenant. Définir des situations d'apprentissage et d'évaluation cohérentes, parce que c'est bien beau d'apprendre sur ce type d'outils, mais il faut que nous, en tant que centre de formation, on puisse évaluer la montée en compétences de nos élèves. Scénariser, c'est très important. Il faut faire rentrer l'élève dans un monde. Ces situations professionnelles, elles doivent être définies avec beaucoup d'exactitude, et le scénario qu'on va proposer, il doit être défini avec beaucoup de soin. Appliquer les principes de la gamification afin de générer l'engagement. Ça, on l'a vu, hein, c'est la cible. Et ensuite, apporter du soin à l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, parce que quand je vois un jeu comme Call of Duty, qui est absolument fantastique et très beau, et quand je vois ce qu'on nous offre dans les mondes immersifs de la maintenance, avec des tuyaux verts, jaunes et bleus, et il n'y a aucun soin mis là-dedans, et ça, c'est dommage, parce que la génération Z, vous avez vu 7 millions de joueurs, c'est des jeunes qui jouent sur des écrans 4K à très haute définition et il faut les respecter. Et si on veut mettre l'utilisateur au centre de la méthode, eh ben, il faut lui donner une expérience utilisateur digne de ce nom. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Régis Tonnet. Cette keynote sur la gamification, effectivement, qui ouvre des perspectives en termes de formation. On en reparlera cet après-midi, hein, des formations avec une table ronde.